Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y a aucune réaction de la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, qui n'a pas condamné encore ce qui s'est passé sur sa pelouse. Écoutez, Vahid Halilhodžić, c'est l'entraîneur du FC Nantes hier soir. C'est très grave, c'est pas bien. S'ils sont mécontents, s'ils sont frustrés, je peux comprendre parfaitement bien, mais pas ça. Le club, il ne mérite pas ça. J'aurais aimé aller vers les supporters pour dire stop, stop, stop. Malheureusement, ils ont préparé ça. Oh, c'est triste. C'est la honte, c'est la tristesse. La ministre des Sports, Marina Ferrari, a dit les scènes de violence survenues il y a quelques minutes lors du match FC Nantes-Toulouse sont inacceptables et n'ont absolument rien à faire dans le sport ni dans notre République. Je condamne avec la plus grande fermeté ces agissements et apporte mon soutien aux joueurs ainsi qu'aux supporters venus vivre ce moment dans le calme. On pense jamais d'ailleurs aux dirigeants dans ces cas-là, parce que je pense quand même à Valdemar Kita, qui est le président du FC Nantes, qui a investi beaucoup d'argent. C'est vrai que cette saison n'est pas un succès, mais il est quand même ciblé par les supporters, parfois par la presse, fortement, et c'est quand même quelqu'un qui assure la pérennité du club. On pense ce qu'on veut de Valdemar Kita, c'est lui qui fait les salaires, c'est lui qui fait que ce club que tous les joueurs, que tout le personnel du club est payé depuis 20 ans, que le club n'est jamais en déficit, que quand il y a déficit, il met de sa poche pour combler le déficit, c'est son argent personnel, et ça me paraît quand même respectable. L'interruption définitive de cette rencontre, a dit à Madame Ferrari, décidée par le préfet s'imposait. On ne peut tolérer de tels incidents. Je tiens à saluer l'intervention rapide des stadiers et des forces de l'ordre. Chacun devra prendre ses responsabilités pour permettre l'identification des auteurs de ces violences qui devront être sanctionnées avec la plus grande fermeté. Je pense que le préfet a pris la bonne décision hier en arrêtant le match, comme Valdemar Kita avait sans doute pris la bonne décision en n'étant pas présent à la Beaujoire. Parce que s'il avait été présent à la Beaujoire, il y avait vraiment un risque d'abord pour lui, risque d'exciter sans doute davantage ses supporters qui lui en veulent personnellement. Ses supporters, c'est délinquants, c'est-à-dire ceux qui sont entrés sur la pelouse sont des délinquants, des hooligans, ils étaient cagoulés, masqués. Et alors ce qui m'horripile le plus, c'est lorsqu'on fait le procès du football. Pour moi, c'est pas le procès du football qu'il faut faire, c'est que c'est une banalité de le dire, mais le sport est le miroir de la société. Il y a un lien quand même. Il y a un lien. Oui, forcément, il y a un lien. Et c'est pas le sport, c'est-à-dire que ça se passe pas lors de matchs de rugby, lors de tournois de pétanque, mais ou de belote. Tournoi de pétanque, il n'y a personne. Non, mais je prends cette image, je caricature. Il n'y a pas personne pendant les matchs du 15 de France. On n'a pas les mêmes populations aussi. C'est pas la même sociologie. Mais c'est sûr ce que vous dites. Mais c'est pas le football. L'ARCOM nous surveille. Oui, mais c'est pas la même sociologie aussi. Lorsque les émeutes sont à l'extérieur du stade ou lorsque ça se passe à l'intérieur, c'est pas les mêmes. Les ultras, c'est pas les émeutiers qui vont tout casser, c'est pas forcément les mêmes, mais il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien avec le foot. Bruno Pomar. Il en va de la responsabilité, Pascal Praud, vous parliez du président de ce club du FC Nantes, comme l'OGC d'ailleurs, ils ont des responsabilités. Ils n'ont pas qu'à payer des salaires, etc. Il y a à l'intérieur d'un stade, l'organisation et la sécurité est assurée par le club organisateur. Ça, c'est un premier élément. Il faut savoir que les policiers, lorsqu'ils interviennent, comme on l'a vu hier, on a vu la force d'action rapide, la CRS 82 intervenir, c'est sur réquisition de l'organisateur. Généralement, les policiers sont à l'extérieur. Donc il y a quand même un cadre, et dans ce cadre, effectivement, il y a sûrement des manquements en termes d'organisation de la part du club. Rappelez-vous, en 2016, Guillaume Larrivé, la loi anti-hooligan. Qu'est-ce que c'était cette loi qui a été votée à l'unanimité au Parlement? C'est qu'à l'entrée, les mecs qui prenaient les billets sont contrôlés et fichés. C'est comme ça. Comment les 50 connards, excusez-moi les termes, ont pu foutre le bordel dans un stade où il y a, je ne sais plus combien, 40 000 personnes dans ce stade. Vous avez vu la masse de gars? Il y avait une centaine de mecs qui foutent le bordel. Ils n'étaient pas 50, oui. Ouais, même une centaine, allez, une centaine. Mais ces gars-là auraient dû être bien filtrés à l'entrée pour éviter qu'ils puissent rentrer dans le stade. Ensuite, à l'extérieur, les policiers s'en seraient occupés. Pardonnez-moi Bruno Pomar, mais pour connaître un peu la configuration du stade de la Beaujoire et connaître ce phénomène ultra, ce que vous dites est quasiment impossible. Et alors, comment on fait? Mais je ne sais pas comment on fait. D'abord, on peut dissoudre les organisations, ce qu'on ne fait jamais. Oui, tout à fait. On peut dissoudre, mais comment ces gens qui sont entrés, ils sont, même s'ils sont filtrés, ils rentrent pas. Mais comment vous savez qu'ils vont entrer sur la pelouse?
Mais non, mais c'est pas écrit sur leur mais visage. les ultras là sont connus, tous ces mecs-là. Hein. Vous les prenez, ils sont. Il faut les ficher. La loi hooligan le permet, Pascal. J'entends bien, mais ces 50 personnes n'ont jamais été condamnées, sans doute. Justement, donc il faut prendre. Elle existe la loi. Mais je reviens, moi je suis très. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Vous me dites, s'il y a un problème d'organisation. Oui, bien sûr. Ces gens-là, lorsqu'ils ont contrôlé hier, ils ne sont pas en situation de délinquance, ils n'ont peut-être encore rien fait. Et ils n'ont pas sur eux ou la un tribune pistolet. ultra sont connus pour foutre le bordel. Moi j'y allais souvent du temps où ça appartenait à Serge Dassault. Parce que j'étais très proche de Serge Dassault. On ne voyait pas ce bazar-là. Hein. Je veux dire, là ou ailleurs, hein. D'ailleurs, il n'y a pas que... Pardonnez-moi, là, excusez-moi, il se trouve qu'ils sont entrés dans le conseil municipal de Serge Dassault. Et c'est pour ça que Serge Dassault s'est retiré du FC Nantes. Tout à fait. Donc, Monsieur Pomard, ils sont allés dans le conseil municipal de Corbeil-Essonnes, tous ces ultras. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Serge Dassault a vu ça, il a dit, moi, je me retire du FC Nantes. Oui, après. Mais tout de suite après. Quelques jours après, parce que c'était Rudy Roussillon qui pilotait le club. Rudy Roussillon pilotait le FC Nantes il y a 20 ans. Serge Dassault lui avait dit, bon, écoute, pourquoi pas. En fait, Dassault avait hérité du FC Nantes dans la corbeille de la Socpresse à l'époque. Exactement. Mais quand il a vu précisément les ultras venus de Nantes, venus de Nantes dans son propre conseil municipal. Je sais bien. Donc, évidemment que ça existait, ce phénomène-là. Il y a un rapport parfois à l'actionnaire qui est difficile. En l'occurrence, c'était Serge Dassault. Bon, il est 16h12 en tout cas. On va parler, c'est la discussion aussi, est-ce que le football est responsable de ça ? Moi, vous avez le droit évidemment d'émettre votre opinion. Moi, je pense que ce n'est pas le football en soi qui est responsable de ça. Mais il est 16h13 et on en parle ensemble. Oui, mais la sécurité, vous savez, moi, en 82, j'étais CRS. J'ai connu Liverpool-Real de Madrid. Vous êtes un spécialiste du foot, vous savez. Je me suis retrouvé à l'entrée du stade. C'était plutôt facile de rentrer dans les stades à ce moment-là, au Parc des Princes, où la police était présente. Bon, c'était du ressort de la police. Tous les extérieurs du stade sont du ressort de la police. Je pense qu'en amont, effectivement, il faut que les clubs organisateurs, quels qu'ils soient, on l'a vu avec le GC Nice aussi, prennent des dispositions. Encore une fois, et on ne peut pas laisser perdurer ce type de situation. Vous avez 100 mecs qui foutent un bazar, on arrête un match. C'est quand même fou. Il y a 40 000 personnes qui viennent passer un bon moment avec leur famille. C'est scandaleux. Donc il faut prendre des mesures. Ces mesures, c'est les clubs qui doivent le prendre avec la préfecture qui a arrêté le match, enfin avec les autorités. C'est un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas eu d'interpellation visiblement hier. Non. Il y a eu un policier légèrement blessé. Policier légèrement blessé. Ils sont entrés sur la pelouse, ces jeunes gens, et ils sont entrés sur la pelouse, mais il n'y a jamais d'interpellation. C'est toujours tolérance zéro. C'est-à-dire que ceux qui entrent sur la pelouse, s'ils savent qu'ils vont terminer au poste, ils ne le feront pas. Parce que là, les policiers manquaient de moyens, parce que les policiers ont fait le choix de ne pas interpeller, parce qu'ils essayent de maintenir l'ordre. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et après, si les policiers les interpellent, ils le savent. Si les policiers les interpellent, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont relâchés 24 heures plus tard. Grand max. Mais enfin, donc à ce moment-là, on ne fait plus rien. Ces jeunes gens, comme s'ils ont des profils, c'est pas, ils sont socialisés. Oui. Si tu les mets pendant 72 heures ou 48 heures à l'ombre, ça fait réfléchir. Oui, mais Pascal, franchement, les policiers foutre 50 ou 100 mecs en garde à vue, je ne sais pas où on les met d'ailleurs déjà, c'est pas possible. Donc, matériellement, c'est alors donc rien n'est possible. Oui, mais donc la police va faire son travail, la justice derrière ne fait pas son travail, les lois ne sont pas appliquées, on trouve ça normal. Non mais si vous voulez, moi ce qui m'épate dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que effectivement la police n'intervient pas parce que non, c'est pas possible. La justice derrière, alors on les arrête pas. La justice derrière, on va nous dire non mais elle peut pas juger, elle peut pas les condamner. Donc non, c'est pas très grave. Donc on n'en sort plus. Pourtant la loi elle est là avec des peines de prison qui existent, qui sont quand même relativement sévères, jusqu'à 3 ans de prison d'après ce que j'ai vu, 15 000 € d'amende. Et en même temps, tout ça n'est jamais appliqué. Tout le monde trouve ça normal. Christophe Bordet sur Europe 1. C'est formidable. Christophe Bordet sur Europe 1 à 16h17. Les violences dans le football, en dehors des stades et sur les pelouses. J'essaye de militer, parce que c'est vrai que j'aime bien le football, et de dire que ce n'est pas le football qui est au cœur de cela, mais ça en dit pas mal de notre société, comme dit l'autre, même si c'est une banalité de le dire comme ça. Cédric est avec nous. Bonjour Cédric, vous êtes cadre dans la grande distribution. Oui, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Vous habitez où ? J'habite à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, vous allez donc le stade de Ligue 1 le plus proche de vous, c'est Lyon. C'est Lyon, exactement. Mais j'y vais jamais parce que je suis un supporter marseillais. Ah. Et... pourquoi vous n'habitez pas sur la Fosse-sur-Mer ou Martigues ? Parce qu'à la base, je viens de Bonifacio, alors du coup j'ai suivi mes parents quand j'étais plus jeune. Ah, vous êtes corse ?
Oui, exactement. Ah ouais, Bonifacio Bourg-en-Bresse, ça doit vous changer, effectivement. C'est joli Bourg-en-Bresse. C'est joli quand même. Mais c'est sûrement très joli, mais l'arrivée dans la baie, le port de Bonifacio, je pense que c'est sûrement une des plus belles choses qui existent au monde. Ah oui. Et d'ailleurs, mais moi, en revanche, je suis le FBBP, qui est le football Bourg-en-Bresse. Oui. Et et à l'époque, ils avaient fait un tour de Coupe de France contre Nantes, et je crois que vous y étiez. Mais alors, ça date d'une... il y avait Carambeu encore dans l'équipe, je crois. Ah oui, effectivement, s'il y avait Carambeu, ça a 40 ans. Mais que voulez-vous nous dire? Vous êtes un footballeur vous-même? Vous avez joué au foot? Ça fait 40 ans que je joue au football. J'aurai 46 ans lundi. Et j'ai commencé le foot, j'avais 6 ans. Et j'ai arrêté là en cours de saison parce que pour ces raisons-là, pour ces violences, pour ces insultes, pour ces provocations, tout ce que je supporte plus au fait. C'est-à-dire que mon dernier match, je suis gardien de but, j'arrête un ballon, personne n'est pas contente, et elle m'insulte. Je vais pas sortir les insultes, et on se retrouve à la fin du match. Mais vous jouiez en quoi à 46 ans encore? Vous jouiez encore dans un niveau régional ou départemental? Départemental, en départemental 3 c'était. Départemental 3 à 46 ans, vous étiez, il n'y a que des gosses de 20 ans qui jouent autour de vous. Vous étiez pas non, il y a encore quelques anciens. Après, j'ai la forme, c'est pour ça. Après, j'ai joué en régional. Ans, donc voilà, et puis physiquement, je suis encore présent. Et d'ailleurs, je pourrais encore... c'est même terrible d'arrêter à cause de ça. Et finalement, ce qu'on voit sur les terrains et ce qu'on a vu ce week-end, mais c'est une catastrophe et absolue. Comment vous l'expliquez par exemple, si vous jouez... donc vous avez joué à un bon niveau de football, puisque départemental, c'est pas senior, c'est pas vétéran, je rappelle, c'est un... Non, je suis toujours en senior. Voilà. Comment expliquez-vous cette dérive, selon vous, de ce qui se passe sur les terrains de football ? Mais alors cette dérive, si on doit parler du foot amateur, la première dérive, parce que je le connais le foot amateur, j'ai fait même partie d'une commission au district, etc. Je connais le football amateur. Et le problème aujourd'hui, il y a deux problèmes. Déjà, il y a les éducateurs qui ne sont pas éduqués eux-mêmes, mais qui vont éduquer les enfants. Il y a les parents. Non mais c'est la vérité, je suis désolé, c'est la vérité. Il y a les parents qui ne sont pas éduqués et il y a les enfants qui ne sont pas éduqués. Donc, donc personne n'est éduqué, donc évidemment il y a du grabuge. Quand mes filles jouaient au foot, quand je vais faire un tournoi U9 pour ceux qui connaissent, et qu'un enfant de 9 ans marque un but et vient et monte ses fesses et machin, etc., et que les parents applaudissent, mais voilà où on en est au fait. Donc pourquoi toutes ces violences? Parce qu'à la base, on a des éducateurs pas éduqués, alors c'est pas le cas de partout, fort heureusement, et on a des parents qui pensent que leurs enfants, c'est des futurs qui viennent Mbappé et qui supportent pas la controverse. Et c'est insupportable. Et ce qu'on a vu ce week-end sur les terrains en Ligue 1, c'est donner du crédit à ces gens-là. Et c'est terrible, parce que ces gens, en Ligue 1, on devrait montrer l'exemple. En tout cas, dans les championnats qu'on nous montre à la télévision, on devrait donner l'exemple. L'exemple qu'on a donné ce week-end, il est catastrophique. Et après, il y a aussi une frange des supporters. C'est-à-dire qu'il y a des supporters, nous à l'époque on était, on est toujours supporters, mais aujourd'hui quand on voit les supporters qui rentrent sur le terrain pour agresser des joueurs, qu'est-ce que font les jeunes le dimanche? Ils agressent les arbitres, ils agressent les supporters, ils agressent tout le monde. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut tout reprendre à la racine. Oui, mais bon, ça c'est pas nouveau. Le phénomène ultra, il a 30 ans. Moi je pense que dans le phénomène ultra, il y a de la violence par essence. Donc il y a de la violence par essence, puisque ce sont des gens qui sont des fanatiques de leur club. Donc c'est violent par essence, c'est violent verbalement, c'est violent physiquement, et c'est des conversations que j'ai eues 1000 fois quand j'étais journaliste de foot, avec beaucoup d'indulgence, notamment de la presse. Oui, mais Pascal, c'est des ultras aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est ultra finalement. Mais à aucun moment, moi, dans toute ma vie, quand je croise je disais tout à l'heure, je suis supporter marseillais, quand je croise un supporter du PSG, je discute avec lui, on parle de football. À aucun moment, dans mon état d'esprit, je vais dire, tiens, il porte un maillot du PSG, je vais aller l'agresser. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Bon, Cédric est avec nous sur Antenne d'Europe 1 à 16h22, mais ce fanatisme poussé à outrance, par définition, il est violent. Donc, il ne faut pas s'étonner que, d'abord, c'est que des hommes, comme par hasard, c'est toujours la même chose, il y a très peu de filles. Renaud le disait
disait bien dans sa chanson d'ailleurs. Voilà. Bon, et je vous dis, ce phénomène, il a une trentaine d'années. Plus dans les ultras aussi, des gens qui sont assez intelligents et qui ont des beaux métiers, mais qui, lorsqu'ils sont au foot, il y a beaucoup de jeunes quand même. Moi, j'en ai connu, c'est un exutoire. Les étaient ingénieurs, ils allaient casser la gueule des autres. Il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai connu des ultras qui ont aujourd'hui 50 ans et ils ne le sont plus. Voilà, ils ont quitté il y a un moment, c'est un exutoire. D'abord, la vie de famille a pris le pas. Parce que quand tu es ultra, tu prends ton car à l'extérieur pour aller à... T'es Marseillais, tu vas au Cerf, tu vas à Brest. Bon, c'est-à-dire que tu parles samedi matin, tu fais toute la journée, ça n'empêche pas d'être intelligent, normalement. Mais... Oui, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans le phénomène ultra, qu'on ne me dise pas le contraire, il y a de la violence. Il n'y a pas des dérapages dans tous les matchs. Non, attention, loin de là. Mais il y a que les clubs savent violence. Savent gérer aussi leur ultra. Mais il y a une forme de violence. Moi, j'aime le foot pour le foot. Un ultra, il aime son équipe. Déjà, c'est mais différent. même pas forcément, c'est ce que je voulais dire. Comment ? Non, mais par exemple, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, il s'avère qu'au fur et à mesure des rencontres, moi, j'ai rencontré un ultra, mais un ultra pour le coup qui participe parfois à certaines violences, pas contre les forces de l'ordre, pas contre certains joueurs, mais entre les collectifs ultras quand ils s'affrontent. Et il m'expliquait que le foot, il s'en fiche. C'est-à-dire que même au sein du collectif dans lequel il est, en l'occurrence c'est pour le Paris Saint-Germain, mais il se fiche complètement du foot et même tout ça avec qui il est. Ce qui l'intéresse, c'est la violence. Et parfois ils se rencontrent entre collectifs ultras, hors contexte sportif, et ils se mettent sur la gueule, mais dans des endroits complètement à l'écart de la ville, etc. pour se battre, pour s'affronter, et pour le coup c'est extrêmement violent. C'est ce qu'ils appellent des fights. Tout ce qui leur intéresse, c'est la violence. Bien sûr, alors que d'autres aiment le foot pur. Le PSG aujourd'hui, quand t'aimes le foot, c'est un jeu merveilleux. Justement, Pascal, Sabrina ce que Medjaber. vous appelez les ultras tous là, c'est-à-dire une forme de marginalité de la violence ou une forme de violence marginale, elle existe depuis très longtemps. Mais la nouveauté, c'est de ces dernières années, c'est qu'en fait le football est devenu une sorte de miroir prémonitoire de la société, une société où on ne peut plus faire la fête, où on ne peut plus s'encenser, célébrer la joie d'une victoire. Auparavant, ou je ne sais pas, corrélativement ou parallèlement, ils se font des fights, ils s'affrontent entre eux d'une façon très tribale. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ils descendent dans les stades. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une fête, une victoire, les filles ne peuvent plus sortir dans la rue parce qu'elles se font agresser. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'ils descendent dans la rue, ils affrontent les forces de l'ordre. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'ils rentrent dans les bâtiments. C'est qu'aujourd'hui, le football est devenu la cristallisation chimiquement pure de la tribalisation de la société où la violence s'exerce sans limite. Mais hélas, vous avez raison, Sabrina Medjaber, et c'est bien le souci. Je vais remercier. Pardon. Oui, dernier mot, Bruno Pomar, pour vous dire que c'est important quand même. Ex-policier du Raid. La Fédération française de foot, je travaille beaucoup avec eux, moi, avec Jean-François Villotte, sur les sujets de l'éducation, le travail d'éducation. Ça vous paraît peut-être banal, mais il faut travailler en amont sur ces jeunes, avec les clubs sportifs. Je vais à Besançon la semaine prochaine, d'ailleurs, avec la Fédération. Justement, on travaille sur ces sujets-là, nous, avec des policiers bénévoles, parce que c'est une nécessité de travailler en amont. Et après, la police gère tous ces abrutis qui viennent. C'est ce qu'on appelle, c'est le seul sport aussi très grand public. C'est-à-dire que Gauthier parlait du rugby, on peut parler du tennis, on peut en rigoler sur la pétanque, mais le foot, c'est le seul sport qui rassemble vraiment tout le monde. Olivier a raison, évidemment. Et même les pires. C'est ce que je veux souligner. Il y a un lien. On rassemble tout le monde. Ceux qui nient le lien football-violence me rappellent ceux qui nient le lien insécurité et partie d'immigration. 90% des gens, Gauthier, t'as 90% des gens, 95% qui vont dans les stades, qui se comportent très bien. Tu sors d'une séquence avec la demi-finale du PSG où ça a été la guerre dans les rues de Paris. Tu as l'OGC Nice et Nantes le même soir, un match interrompu et après un match l'envahissement de terrain, et tu es à la veille du 30 mai où Laurent Nunez s'inquiète de ce qui va se passer. Le foot, le lien que vous faites entre violence et immigration n'a rien à voir, parce que là le lien existe, alors que le foot c'est simplement un prétexte. Bien sûr.